Allez, bonjour et bienvenue dans Beats, épisode numéro 183, j'espère que vous allez bien. Salut, c'est Real Killer, Mister SP, Xort, Floz, Nico Poppy, Mister SP, j'ai déjà dit, Killer Volant, Floz, Lidrix, il y avait aussi, il y en a plein. Boukani, il a dit bonjour. Boukani aussi, il y a eu Ghost aussi, je l'ai vu passer, enfin vous êtes plein. Salut à vous, le micro n'est pas coupé par la boucle, on vous entend, mais oui, c'était fait exprès, Xort, on parlait. Je vois double, oui, tellement pas. Vous nous donnez froid. Ben oui, il fait froid en fait. Il fait froid, je confirme. Juste avant l'émission, j'avais encore l'écharpe et le bonnet, tu vois. C'est ça. Dans le studio. Salut, Type 44 aussi. Bon, écoutez, faites comme Xort, n'hésitez pas à sub à la chaîne, à vous abonner et tout ça. Comme d'habitude, c'est important. Merci beaucoup. 70e mois. 70e mois, ouais, 5 ans et 10 mois. Pff, là là, c'est beaucoup. Ça nous rajeunit pas tout ça, hein? Non, pas du tout. C'est ça. Jolie barbe. Ouais, moi la mienne c'est de la merde. Hein. Je vous le dis direct. Moi je. Non mais vraiment. Non, ça va. Ah bon, ouais. Vraiment. Non, je trouve que moi j'ai pas beaucoup de poils. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Elle est taillée d'hier si tu veux. Ouais, voilà. non mais moi j'ai pas beaucoup de poils. Alors du coup je fais ça un peu à l'arrache vite fait avec le One Blade, tu sais. Ouais, bon ouais, bref, on n'est pas là pour ça. Sur ce, bah on va Test passer. de rasoir ce soir? Non, c'est pas ça. On aurait pu, mais on a le même rasoir du coup. Pas moins que t'aies changé. Non. C'est toujours le One Blade. Ouais. Bon ben voilà, du coup, bon voilà. On est déconcé à Timo. Ouais. Mais Timo, il a plein de cheveux maintenant. Faut arrêter. Allez, sur ce, du coup, on a dit radar. Bon, oui. Radar, c'est donc notre rubrique de news qui sont passées sous notre radar. Et on va commencer par un truc. Alors, vous avez parlé beaucoup d'espace la semaine dernière. Ouais. C'était passionnant. Alors, tu vois, des satellites, des machins, enfin des satellites, du James Webb télescope, ouais, voilà, des télescopes, etc. Et je me suis dit, bon, ils ont pas traité la news. Au début, je me suis dit, est-ce qu'ils vont la faire, ils vont en parler, tout ça. Mais je sais pas. Je sais pas si elle était sortie dans la journée ou pas. Ah, peut-être pas. Bon. Peut-être pas. Allez, du coup, tu vas nous parler du Asus ZenBook 14X Space Edition. Aucun rapport. Ah, mais bon. Alors, aucun rapport, oui et non. Alors qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement un ordinateur portable, les fameux ZenBook que vous connaissez sans doute, avec une jolie boîte. Voilà, la boîte Space Edition du ZenBook 14X OLED, hein, écran OLED hein, qui va bien. Alors ça, c'est la boîte qui contient l'ordinateur, mais il vient dans une boîte encore plus grande. What? Alors j'ai pas la photo de la boîte encore plus grande, mais voilà, il vient dans ce truc. Un colis Amazon. Non, c'est pas ça. C'est presque ça. Réellement, dans la boîte, vous avez tout ça. Vous avez l'ordinateur que vous voyez en bas à gauche. Vous avez la boîte. Ouais, alors si tu regardes, il y a des stickers aussi. C'est le truc qui est tout en haut à droite, devant la boîte en bas, tout argenté. Ouais, enfin tu vois à droite. Sur l'image, sur la perspective, en fait il est en bas à droite. Stickers de l'espace, on dirait. Ouais, et en fait ils sont tous dans des pochettes, tu sais, à bulles. Ouais. D'ailleurs tu la vois en haut, la pochette à bulles pour le coup, dans laquelle il y a les stickers, t'as aussi la notice, 2-3 conneries, etc. Pourquoi tu nous parles de ça? Pourquoi je vous parle de ça? Bon, parce que au-delà du fait que écran tactile, 16 dixièmes, merci pour le Prime, 16 dixièmes, 14 pouces, tout ça, 90 Hz de rafraîchissement, c'est pas ouf, mais c'est déjà pas mal. C'est un peu mieux que la moyenne sur un portable. C'est mieux que la moyenne. 2880 par 1800 en résolution. Wow. Donc là, on est quand même sur de la résolution sympathique. Ouais, sur les 14 pouces quand même. Hein, donc 12e génération de processeur Intel, vous en avez parlé, c'est la version H. Jusqu'à 32 Go de RAM. Putain, c'est bien, c'est des hautes perfs. Oui, c'est pas une petite machine. 1 Tera de stockage SSD. Il a une particularité, c'est qu'à l'arrière, il a un petit écran OLED de 3,5 pouces qui affiche en fait des animations. Alors ça, réellement, c'est une animation où tu vois des planètes qui tournent, etc. C'est le Space Edition. Merci pour le train de la hype. Le Space Edition avec plein de petites animations sur l'espace et tout ça. Il y a tout un tas de gravures. Et les gravures, en fait, c'est du Morse. Du Morse qui dit... j'ai oublié le nom. Ils m'ont perdu, là. Ouais, mais en fait, il y a vraiment plein de petits easter eggs liés à l'espace. Et il y a même les coordonnées GPS du siège de Asus qui sont cachés sur l'ordinateur avec le Morse, etc. Ils ont craqué. Ah, ils ont complètement craqué. Comment s'appelle, la finition, c'est du titane 0G. C'est ce qu'on dit. D'accord. Merci pour les bits aussi. Et du coup, on passe le train de hype. Bravo. Ben voilà, bravo. On a dépassé le truc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avec le chargeur, il y a une petite boîte. Cette boîte, en fait, elle est, tu sais, comme les écouteurs AirPods, tu sais, c'est un truc que tu ouvres, qui est aimanté. Et dedans, il y a le chargeur. Sûr, ouais, mais tu sais, qui s'ouvre, en fait, de façon magnétique. Je tombais avec un aimant. Ouais, voilà. Et en fait, c'est coupé en biais. Pourquoi faire? Pour faire un support pour ton ordinateur. Donc, ne jette pas la boîte.
en fait, la boîte du chargeur peut servir de support pour ton ordi. Ça, c'est malin. Et en fait, elle fait tout le long de l'ordinateur. Donc comme ça te le surélève. Et en plus, il est joli le truc. C'est-à-dire il est pas épais pour le processeur qu'il a dedans quand même. Hein. Ah non, il est... La dissipation thermique... Ouais, alors justement, ils en parlent. Si tu regardes l'écran derrière, soulève en fait mais quand l'ordinateur. Mais quand même, le ventilateur, il peut pas faire plus gros que ça. Je sais. Ou alors, dans la boîte du chargeur, ils ont aussi intégré un ventilateur. Non, la touche espace est couleur cuivre façon Mars. Mais dessus, ils ont fait une petite planète avec des anneaux, ce qui n'a aucun rapport, mais c'est pas grave. Ils avaient pas la licence pour Mars. Sur la face avant, c'est pareil. En fait, tu vois, en bas à gauche, t'as une gravure qui, pareil, contient du morse avec tout un tas de messages cachés. On a compris, il te fait de l'œil, quoi. Non, en fait, ce que je trouve intéressant avec cet ordinateur, c'est qu'il a un look. C'est purement esthétique. Après, il a des perfs de malade. D'ailleurs, ils ont pas annoncé le prix. Mais 32 Go, 12e génération, Intel H, 1 Tera de SSD. Oui, il doit être à 2000 boules au minimum. Ouais, minimum. Il a une finition qui est particulière. La touche aussi d'arrêt qui contient le lecteur d'empreintes digitales est aussi de couleur cuivre. Tu la vois en haut à droite. Le détail qui sur tue. Le clavier, le détail qui tue. Non, ce qui est intéressant, en fait, c'est le look général de l'ordinateur, tu vois, la face arrière, parce que, enfin, derrière l'écran, bah, il donne un aspect, je trouve qu'il a un aspect futuriste. Alors, c'est que du carénage, c'est que de la gravure sur un machin, avec un petit écran à la con. Mais, je trouve qu'il a un look. Mais ça sort du lot. Ça sort du lot, et c'est différent. Tu vois, l'écran borderless, un peu comme sur ton XPS. Il a en fait, ouais, mais oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a un cachet, il est différent. C'est pas d'habitude, en général, on voit des ordinateurs comme ça avec un look différent. C'est des PC gamers qui sont ultra RGB dans tous les sens, qui font hyper agressif. Là, c'est limite, tu te dirais, ouais, ok, les mecs à la NASA, ils bossent avec ce type d'ordinateur, tu vois, avec le Asus Space Edition, tout simplement parce qu'il a ce look-là. Non, mais ça pourrait très bien, tu vois. L'écran derrière c'est joli, mais tu peux afficher dessus un QR code avec un ID, etc. Donc par exemple, tu peux mettre ton passe vaccinal si tu veux, mais typiquement tu peux avoir ta carte de visite en QR passe code. Vaccinal, tu sors ton portable. Bon, je vais au restaurant, bougez pas, je sors mon portable. Mais tu peux avoir très bien genre ta carte de visite avec ton truc et tu te balades en convention machin, tu dis aux gens scannez le QR code pour récupérer ma carte de visite, tu vois, j'en sais rien. Il faut que tu l'allumes, sinon. Non, l'écran OLED, en fait, tu peux, je crois t'as un mode veille où quand tu le fermes, il peut rester allumé, ou tu tapotes dessus, je crois, il s'allume, enfin bon. Il y a une vidéo, d'ailleurs, qui en parle de ce truc-là. Allez le chercher, quoi. Ouais, les notifs, ce genre de trucs. Vous pouvez chercher la vidéo sur, il y a un seul mec, un YouTuber qui a réussi à mettre la main dessus. Vous tapez Asus ZenBook 14X Space Edition et vous allez chercher la vidéo sur YouTube. Il y en a qu'en fait. Et vous le voyez bien. Non, mais parce qu'en fait, il est pas encore disponible. Donc c'est l'exemplaire presse. Ouais. Et vous pouvez aller le voir. Et honnêtement, il est assez impressionnant, même d'avoir fonctionné, quoi. Donc voilà. Bref, c'était le ZenBook 14X Space Edition. Il y a Floss qui est tenté. Il nous dit que s'il y a pas de driver pour Linux, il est prêt à en développer un. Voilà. Si on lui fournit un exemplaire gratuitement. Évidemment. Mais honnêtement, je le trouve beau, quoi, en fait. Tu vois, si aujourd'hui je devais acheter un PC, ça me tenterait bien. Tu vois, juste parce que la machine est jolie. Bon, après, elle est perf. Hein. Après, tu regardes, il y a 3 USB-C, 3.1, machin. Enfin, bon, il est ultra complet, l'ordinateur. Mais je trouve qu'il a des perfs et en même temps, c'est pas un ordi qui fait gamer kéké, tu vois. Mais il fait pas, vu la taille, oui, mais je pense pas qu'il y ait de carte graphique dédiée. Hein. C'est ça. Et je le trouve vraiment chouette. Bon, bref, voilà. Bien. Maintenant, on va parler de télévision un peu. Mais pas une énième télé 16K, 8K, 12000K. On va parler d'un appareil qui existe depuis plus de 7 ans, quand même, et qui est toujours maintenu, et qui est sous Android. C'est un truc de malade. C'est le seul truc qui a 7 ans, sous Android, qui est encore maintenu. Même les Renault le font plus. Les Renault non, mais, il y a encore des Renault de 7 ans qui roulent. Non, mais Android Auto, tu sais. Oui, donc la Nvidia Shield, et oui, l'appareil qui bat tous les records, qui va recevoir bientôt Android 11, en même temps que la Shield Experience 9. C'est quand même un truc de malade. Oui. Ça va supporter du coup tous les modèles de Shield TV, donc les derniers, les Pro et le Tube, mais aussi la version de 2015, la toute première version de 2015, c'est un truc de fou. Celle que j'avais, la 2015, celle qui avait des ports USB derrière, tu sais, où tu peux brancher un disque dur, mettre Black Server et tout. Ouais. Bah c'est celle que j'ai. Attends, moi je crois que j'ai la 2e génération. Enfin, il y en a eu 2, il y a eu 2015, 2017 et une autre après, avec la Pro et... Ah ouais. Ouais. Les premières, tu sais, t'avais le choix avec un disque dur ou pas intégré.
Ah oui, c'est vrai. Voilà. Elle était un peu plus fat. Donc moi j'ai la deuxième génération. Moi j'ai la fat, hein. Elle est plus grosse. Ouais, donc non, moi mais elle est encore supportée. Ouais, c'est ça, 2015, 2017, 2019, c'est ça. Donc moi j'ai la 2017, parce que ma 2015 avait cramé en fait, et du coup j'avais pu la changer en garantie. Bref, je raconte ma vie. Mais du coup la mise à jour est arrivée, voilà. 27e mise à jour quand même pour la plateforme. Oh bordel. Donc autant vous dire que le support est quand même génial. Bah, il y a plus de mises à jour que les iPhones. Hein. Ouais, mais possible. Et surtout que en fait le hardware reste le même, et il supporte encore des trucs ultra récents. Après, c'est le même hardware que la Switch. C'est le même hardware que la Switch. Oui, ouais, mais ça fait quand même des trucs que la Switch ne fait pas. Allons-y. Alors, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'ils amènent dessus? Ils vont amener quelques améliorations d'interface. Donc ça, c'est surtout poussé par la mise à jour de l'interface Google TV, qui était déjà poussée depuis juin, mais ça va s'affiner. Il y a le contrôle vocal qui va arriver, et surtout le GeForce Now qui va maintenant fonctionner en 4K HDR. Donc le client GeForce Now pour jouer en fait en cloud gaming sur la plateforme. Voilà. Surtout ils ont annoncé GeForce Now RTX, non? Ouais, l'abonnement GeForce Now RTX avec les 3080. Ouais, voilà. Du coup, ça vaut le coup. Du coup, ça vaut grave le coup. Ils vont supporter aussi le Dolby Vision HDR, voilà. Et c'est surtout qu'ils vont intégrer toutes ces normes-là dans les différentes plateformes de streaming qui sont déjà intégrées. Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, etc., YouTube et tout machin. Tous les plus. Voilà. Sauf Canal. Et du coup, tu vas pouvoir regarder tout ça. Ils vont aussi supporter maintenant les casques Bluetooth qui gèrent l'aptX, en plus du LDAC. Ils avaient déjà le LDAC, l'aptX maintenant va être supporté, ce qui est pas mal. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que ça devient quand même la plateforme cible pour Nvidia, pour mettre en avant son cloud gaming. Ouais. C'est vraiment la console de jeu d'Nvidia, en fait. T'imagines, t'achètes le tube, là, et hop, c'est bon. Hein. Voilà, c'est un truc de fou. Je vous remets l'interface. En termes d'amélioration aussi, ils vont supporter maintenant le fait de pouvoir jouer à un jeu, et en même temps streamer sur Twitch, depuis la plateforme qu'elle a. Il y a autant d'icônes qui s'affichent, là? Il y a autant d'icônes qui s'affichent. Tu sais, Nvidia Games, Netflix, YouTube, Prime Video... Tu peux les choisir. Oui, j'ai ça, c'est la mienne. Putain. Ouais. Et en fait, donc ça, c'est la barre d'application, et en dessous, t'as les contenus qui sont tirés de cette plateforme-là. Voilà. Donc ça, c'est tout celles qui sont supportées, ouais. Voilà, le même hardware, c'est quand même un truc de malade, puisque ça fait tourner tout ça. Voilà. Ok. Dernier truc, ils vont rajouter des supports Bluetooth avec différents claviers. Ils vont aussi supporter les manettes Bluetooth, les Xbox One, autres que leurs trois potes. Ouais, et la PlayStation DualSense. Et voilà. C'est pas mal tout ça. Et voilà, moi c'est ce que je fais sur l'Apple TV. Et du coup, c'est cool maintenant qu'il y a ça sur la Shield. Sur l'Apple TV, tu vois, j'ai fait vachement de... Alors pas de cloud gaming, j'ai fait du local gaming, du local cloud gaming. Ok. En streamant quoi? En streamant avec... J'ai oublié le nom. J'en ai parlé dans le 2 bits, mais j'ai déjà oublié. C'est la fatigue. Mais allez voir dans Bits, on va... Ouais, voilà, en plus, voilà. Vous nous le direz. Ouais, exactement. Et j'ai utilisé aussi Steam Link. J'ai Moonlight et Steam Link. Trop fort, je cherchais le nom. Mais oui, Moonlight qui est la version ouverte de Steam Link. Exactement. Et en fait, ça c'est plutôt de GeForce. C'est ce qu'utilise justement Nvidia. C'est le truc ouvert de leur truc à eux. J'ai essayé les deux et honnêtement... Moonlight est vraiment bluffant quoi. Donc bon bref, j'ai joué avec. Le seul truc de Moonlight c'est que les jeux Steam, certains jeux Steam passent pas, je sais pas pourquoi, et d'autres oui. Alors j'avais fait le même test sur la Shield avec le client du coup officiel, GeForce Now pour du stream et il y avait pour du Steam et il y avait quelques jeux qui passaient pas non plus. Mais alors que sur Steam Link ils passent. Ouais. Tu vois, ils apparaissent pas en fait sur le Moonlight, mais bon bref, brouillard gaming, exactement. Mais en attendant ça marche vachement bien et je trouve qu'effectivement la Shield mais avec là, GeForce, ça reste encore aujourd'hui une plateforme de choix. Franchement, increvable cette machine. Surtout si vous êtes utilisateur Mac et que vous pouvez pas jouer. Typiquement, le service GeForce Now pour jouer aux jeux PC, c'est une super option. Non mais vraiment. Moi j'ai testé la version gratuite à l'époque avec Cyberpunk 2077 sur mon MacBook Air. Alors j'étais pas en 1080, j'étais limité à 1 heure, machin. Enfin, c'était le truc gratos de l'époque. Ça marchait hyper bien. Et je me dis, si j'étais dans un écosystème full Mac, full Apple et que je voulais quand même jouer au jeu, je pense que GeForce Now c'est le genre de service vers lequel j'irai. Et si après je peux l'avoir dans le salon, c'est encore mieux quoi. Enfin bon. Bien. Voilà. Allez, on part du salon et on va dans le garage et même sur la route. Exactement. On va parler de véhicules électriques, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé. Qui vont sortir cette année, c'est Yamaha qui fait ça. Yamaha qui est bien connu des deux routistes. Des gens qui font du deux roues quoi, avec un moteur. Bon évidemment ils pourraient faire du vélo, mais peut-être qu'il y a des vélos Yamaha. Yamaha est aussi connu pour les tables de mixage, pour le son, pour les pianos, pour plein de trucs, mais aussi donc pour les deux roues. Et on va parler du E02 et du E01, ces deux scooters qui vont sortir cette année. Alors ils avaient déjà fait une annonce l'année dernière et finalement c'était pas sorti.
Mais là, cette fois, on y est, c'est bon. On est sur la sortie cette année. Il y a 2 scooters, c'est le E01 à gauche et le E02 à droite. Le moche et le moins moche. Alors, à gauche, le E01, c'est le plus gros, comme tu peux le constater. C'est l'équivalent d'un 125 cm3. À droite, c'est un 50 cm3. Ils reprennent les formes, en tout cas. Ouais, alors, celui de gauche me fait beaucoup penser à la nouvelle version des BMW. Exactement. L'arrière en particulier, tu vois, le siège, machin, tout ça. Tu sais, le mode horizontal, exactement. Barre horizontale. Je les adore, hein, moi. Si je pouvais, j'en prendrais un BMW. Il coûte très cher. Il coûte très cher, c'est ça le problème. Je crois que c'est 14 000 boules, un truc Ouais, bah, je préfère prendre une voiture. À ce prix. Celui de droite, il a une particularité, c'est que c'est un 50 cm3, mais il peut prendre 2 personnes. Et il a une selle qui est faite pour, alors qu'en général, les scooters électriques ne prennent qu'une seule personne. Bon, 45 km/h maximum, celui de droite. Celui de gauche, donc 90 km/h ou 100 km/h, on sait pas trop, mais voilà. Pour le 125 ? Oui. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas ouf, hein. Non. Côté autonomie, c'est pas ouf non plus. 100 km d'autonomie pour le 125 et entre 70 et 80, je crois, pour le 50, oui, c'est ça. 60 et 80, pardon, pour le 50, c'est pas ouf. A priori, ce que dit Yamaha, surtout, c'est qu'ils vont être très agressifs sur le prix. C'est pour ça qu'en fait, les perfs sont un peu en dessous. Ils ont tranché dans la batterie pour avoir... Voilà, ils ont dit, ce qu'on va faire, c'est que par contre, on fera un effort sur le prix. Alors, ils ont rien annoncé en termes de prix. Donc, ils sont gentils de faire cet effet d'annonce, mais un scooter Yamaha qui pourrait être, il est estimé entre 2500 et 4000 euros. Alors, ça fait une fourche, hein. C'est assez large, oui, une fourche. C'est une fourche d'un scooter à 3 roues, hein, tu vois. Donc, avec 2 roues devant. Donc, c'est une grosse fourche. 3 roues devant, c'est un peu compliqué. Non. 3 roues au total. Mais, à 4000 balles le 125, je dis ça, mais Urbet, ils font des 125 à 2800 euros qui ont un look de moto, quoi, tu vois. Bon, mais c'est un choix. Pourquoi pas. À ce prix-là, j'achète une Dacia neuve. Non, alors les Dacia neuves, Xor, tu oublies, hein, ça coûte pas ce prix-là, je te promets. Non. Mais c'est assez intéressant de voir que la mobilité électrique maintenant est plus réservée qu'à des constructeurs chinois. Parce que jusqu'à maintenant, t'avais soit BMW qui fait des motos électriques et zéro. Ouais. Et ensuite... Alors, il y en a d'autres, mais qui sont beaucoup moins connus. Ouais, mais... T'as Soko ? Oui, mais Soko, c'est un chinois, hein. Ah oui, d'accord. En fait, ce que je veux dire, c'est que des marques connues pour faire du scooter, tu vois, par exemple, Piaggio, le scooter électrique, voilà, même Peugeot qui fait des scooters électriques, bah non, enfin, tu vois, ils commencent, mais c'est pas un truc ultra répandu, quoi. Soko, effectivement, moi j'en croise plein des Soko à Bordeaux, il y en a quelques-unes. Ouais, il y en a pas mal. Il y a Urbet en Espagne qui marche vachement bien. Alors pas chez nous, parce qu'il n'y a pas de distributeur, mais Urbet marche vachement bien. Et le problème, c'est qu'on voit pas les gros constructeurs se lancer là-dedans. Un peu comme finalement dans l'automobile où pendant très longtemps, Peugeot avait pas de voiture électrique, quoi, tu vois. Il y avait la Zoé sur le marché. Voire même la Fluence, comment ils l'appelaient, je sais plus quoi, qui était, genre il y avait un modèle Renault, quoi, tu vois, dans toute la gamme. Il y avait la C0 de Citroën qui était arrivée très tôt quand même, hein. Ouais, parce que c'était la Mitsubishi Maïvi qu'ils avaient rebrandée. Ok. Et alors, il y a la Peugeot Ion aussi dans ce cas-là. Mais c'est ça. Ouais, mais c'est plus des quadricycles que des voitures. Ah, ça y est, jouons sur les mots. Ouais, mais vraiment, enfin. La Renault Twizy. Bon, on va pas faire l'historique des voitures électriques. Non, mais bon, bref. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait très peu de choses, et maintenant, il n'y a pas un constructeur qui sort pas une voiture électrique. Tu vois, tu sens que c'est un peu le sens de l'histoire. Ah, mais c'est même pire que ça. C'est dans tous une stratégie de full électrique. De full électrique Opel, dans 3, 4, 5 ans. Opel est full électrique dans quelques années, là. Et ils ont encore parlé, tu vois. Et d'ailleurs, leurs Z, ils sont dit, c'est parfait, ça correspond bien à tout ça. Ils continuent à sortir des modèles thermiques, mais tu sens que c'est plus le cœur de gamme. J'ai entendu là, à la radio il y a pas longtemps que les ventes d'électriques, neuf sur le neuf, c'était plus de 10% en France. Alors, vous allez me dire, c'est que 10%. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Mais ça commence. Et je parle de full électrique. Ça suffit pour driver. Parce qu'il y a aussi de l'hybride, hein. Pour driver le marché, je pense. Ah oui, mais ça suffit largement. Donc, surtout que ce sont des modèles plutôt haut de gamme, donc qui valent cher, qui sont vendus, en électrique. C'est hyper rare de tomber sur une électrique qui est pas full option, haut de gamme, machin. Quand t'es prêt à mettre 30 000 euros, bah tu peux mettre 40, quoi, tu vois. T'as moins de gamme dans l'électrique, c'est vrai. C'est ça. T'as moins le choix de packs et d'options. Exactement. En général, il y en a quelques-uns, mais c'est souvent sur les packs batterie. Mais après, sur l'équipement en lui-même, pas tant que ça, en fait. Donc, bon, ça commence petit à petit, mais là, c'est intéressant de voir Yamaha qui va, ça y est, enfin,
sortir de scooters électriques. Parce que Yamaha, c'est aussi les T-Max, les X-Max, qui sont des scooters énormément vendus. Et énormément volés aussi. C'est ça, le T-Max. Mais énormément vendus. Et bah te dire, ça y est, ils vont sortir enfin 2 scooters. Alors évidemment, en termes de perf, ça va être très en dessous du T-Max. Mais petit à petit, on va y arriver. Bon. Bien. Passons, vous savez que j'aime bien tout ce qui est RGB, donc on va parler de Razer, et on va parler du Razer Zephyr, qui finalement est pas si FFP2 que ça. Qu'est-ce que c'est que le Razer Zephyr? Alors, qu'est-ce que c'est le Razer Zephyr? Eh ben, c'était leur fameux masque. Alors avec ça, je pense que tu fais peur aux mémés exactement. Aux gamins à la sortie de l'école, tout ça. T'arrives à la boulangerie, on te file direct la caisse en pensant que tu vas faire un braquage. C'est ça. Alors il y a le Zephyr et le Zephyr Pro. La différence, c'est que le Zephyr Pro, il dispose d'un micro intégré avec des haut-parleurs Dolby HDR Surround. Non, je déconne. What? Avec ouais, mais si, en fait, je crois qu'ils avaient parlé de THX, mais je sais pas s'ils l'ont fait finalement. Ouais, je te jure, un truc où en fait, en gros, l'idée, c'est Zephyr, ouais, c'est ça, Draxa, Zephyr, F-E-A-R. L'idée, c'est que quand tu parles, comme c'est un masque qui est rigide, je sais pas, t'as déjà utilisé des masques rigides ou pas? Quand tu parles, en fait, tu parles comme ça, en fait, c'est tout fait. Et ben là, pour éviter cet écueil-là, du masque rigide, ils ont mis des micros à l'intérieur, et donc le son est restitué par les 2 enceintes. Enfin, d'un côté c'est un filtre, de l'autre c'est l'enceinte, et tu peux monter le son en tournant la bague, le son de ton du coup tu peux chuchoter en parlant très très fort. Il fallait que tu recharges ton masque aussi maintenant. Alors oui, un device de plus à recharger. Mais quand tu le mets le soir dans son socle de recharge, il se désinfecte aussi avec un truc UV dans la boîte, tu vois. Sexy sur le papier, mais en fait... Bon alors, ils ont montré un peu les différentes itérations pour arriver à ce résultat. Là, on voit les premières versions. Tout en bas, c'est le Zephyr classique, celui qui est pas pro. C'est encore une arnaque de Razer. Diage des Loga. Merci pour le Prime, au passage. Et en haut, on voit le Pro derrière, qui s'attache avec des sangles derrière les oreilles. Il a quelques avantages, c'est-à-dire qu'il dispose d'une surface vitrée à l'avant qui est mieux pour l'inclusion. C'est-à-dire qu'on te voit parler, etc. Exactement. Le seul truc qui fait un peu flipper, c'est que si vous avez remarqué, il y a aussi des LED à l'intérieur pour éclairer votre bouche la nuit. Ça me fait tellement penser au filtre, tu sais, est-ce que vous avez les dents jaunes? Et en fait, ce truc qui s'allume, alors tu peux choisir la lumière, mais tu sais, ça fait très film de SF, tu sais, quand t'as les mecs qui ont des scaphandres, tu sais, qui ont des lumières allumées à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Pour qu'on voit leur visage. Tu dis, mais à quoi ça sert? Et en fait, si ça sert à un truc, c'est que les autres voient si t'es conscient, si, tu vois, c'est pas pour toi, en fait, ça éclaire rien devant toi. Mais surtout pour que les autres voient ton visage. Non, mais c'est surtout que si t'as la radio coupée, en fait, ils puissent communiquer aussi, tu vois. Mais bon. Il y avait des filtres interchangeables, donc c'est ça qui est intéressant, qui sont de qualité N95, c'est-à-dire la norme américaine pour le FFP2. Le filtre qui est en bas, c'est le filtre qui, en fait, est sous le masque. Et le filtre rond, c'est celui qui est c'est celui qui est sur le côté, dans le filtre dit actif, puisqu'il y a une ventilation, en fait, sur celui de droite, une ventilation qui aspire l'air de l'extérieur pour le mettre à l'intérieur, de façon à pas étouffer. Noctua, tout ça, machin, c'est limite. C'est un truc de fou. Tu pouvais régler la vitesse de rotation, d'ailleurs, etc. Alors, tu peux intégrer les effets sur la voix de Dark Vador, je ne sais pas si ça y est, mais je sais qu'à un moment, ils avaient pensé. Génial. En fait, à un moment, ils y avaient pensé, parce que lors du premier proto, ils avaient expliqué qu'on allait pouvoir moduler la voix, etc. Mais je crois pas que ça y soit dans le Zephyr. Il y a du vocodeur, quoi, intégré dedans. Pour tout te dire, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais ce truc, il m'en faut un. Tu vois, forcément, il m'en faut un. Et on fait, attends, on aura fait une émission avec ça. Ah, mais grave. Forcément, il m'en faut un. Sauf que, il y a je crois que c'est un Chinois ou un Taïwanais, qui a creusé un petit peu le truc, qui a dit, mais attendez, ils annoncent partout N95 grade, c'est-à-dire en gros de niveau 2, ils sont pas certifiés. Qu'est-ce que ça cache? Équivalent. Qu'est-ce que ça cache? Et en fait, ce que ça cache, c'est que, ouais, ok, les filtres, ils sont vraiment... D'ailleurs, il y a toujours un graphe qui montre que leur filtre mieux même qu'un masque N95. Mais c'est tout à fait probable. Tu peux faire beaucoup plus de couches sur un tout petit filtre, tu vois, sans souci. Et avec le ventilo, pousser suffisamment d'air pour que tu puisses respirer dedans. Ok. Ça marche. Mais le problème, c'est, comme c'est un masque rigide, eh bien, en fait, il est pas parfaitement étanche tout autour. Donc, quand tu respires beaucoup d'air de l'extérieur et peu via le filtre. Alors, si tu regardes là de plus près, on voit qu'il y a un système normalement qui est censé être en caoutchouc, machin, pour poser la forme, mais c'est pas parfait. C'est-à-dire que, contrairement à des masques de respiratoire, tu sais, moi j'en ai un FFP2, d'ailleurs j'ai dans mon sac, j'ai un masque FFP2, tu sais, avec filtre sur le côté,
qui lui par contre est comme un masque respiratoire en silicone. Ouais. Et quand je le mets, ça filtre. Je sens même plus une odeur en fait, tu vois. C'est tellement ça filtre, tellement c'est hermétique, je veux dire. Mais le problème en fait, c'est qu'on m'entend plus quand je parle. Ah bah oui, Tu c'est vois. normal. Voilà, on m'entend plus du tout. Mais typiquement, quand tu prends le tram, tu mets ça, t'es tranquille, tu vois. Et limite après, on enlève le truc et on te met un réanimateur, un masque de réanimation direct, tu vois. Donc, et le problème, c'est qu'en fait, on a la solution, Ghost là, la solution, tu mets un bon coup de Robson tout autour. ouais, c'est ça. Tu te le colles dessus, c'est Super. parfait. Voilà. Et en plus, tu as le même problème que moi, c'est-à-dire des poils au menton, et forcément, ça diminue l'efficacité des masques, puisque ben ça écarte légèrement le masque de la peau. Il faudrait qu'on se rase pour pouvoir mettre le masque au plus près de la peau. au plus près de la peau. Mais par souci esthétique, on préfère finir en réanimation. Donc je plaisante. Donc Razer a confirmé son erreur. Hein. Voilà, ils ont fait un tweet en disant les produits Razer Zephyr et Zephyr Pro ne sont pas des dispositifs médicaux, des respirateurs, des masques chirurgicaux, des équipements de protection individuelle EPI et ne sont pas destinés à être utilisés dans des environnements médicaux ou cliniques. Alors ils l'ont précisé parce que normalement la norme N95, ça veut dire que ton médecin pourrait débarquer avec ça. Bonjour, je viens, c'est vous qui avez le Covid ou pas? T'imagines, t'as ce truc qui arrive, tu te dis, oh, ça y est, la mort est là. Avec la voix. La mort est là, tu sais. Ah, ça y est, mon heure est venue. Ah, les finitions Razer, ça me rappelle les premières souris avec le repose-pouce en silicone qui font au bout d'un mois. Bah oui, ça c'était... Voilà, donc bref, comme quoi il faut faire attention aux mentions marketing qui des fois cachent des choses. Non mais sur la sont santé, pas- tu joues pas quoi, c'est le genre de truc. Et là, ils ont tenté. retoqué direct. Là, ils ont tenté, et malheureusement, bah, ils ont perdu. Voilà. Bon, on va parler d'un sujet un peu technique. Nvidia. Alors, vous connaissez c'était le DLSS? DLSS. Deep Learning Super Sampling. C'est ça. Ensuite, il y a eu l'autre qu'ils ont sorti, là. C'est FSR, ça c'est le Ouais. AMD. Ouais, non, oui, c'est pas RSR, c'est FSR. AMD c'était ça. Ok, mais Nvidia en a sorti un autre entre-temps, qui est, tu sais, de l'upscaling à l'ancienne. Ah, SSR. SSR. C'est ça. Eh bien, maintenant. Super résolution, je sais plus quoi, bref. Ouais, c'est Ouais. ça. Maintenant, on aura droit au DLDSR. Le festival des acronymes chez Le Nvidia. festival des acronymes. Alors. Qu'est-ce que c'est donc? Nous sommes aujourd'hui le 12 janvier où on enregistre. DL, moi Ça veut dire que Deep Learning. Exactement. Oh, Celui-là, je l'ai. Oh, oh. Après DSR, SR comme. super résolution. Oh oui! Et D comme dynamique. Downscale. Non, tu verras. Tu vas voir, peut-être que c'est ça, je sais plus. Pour te dire. Putain, j'ai bon. Du coup, je vais vous dire un truc. C'est disponible le 14 janvier. C'est-à-dire que dans 2 jours après ce truc-là, si vous avez une carte graphique Nvidia RTX, RTX quoi? De peu importe le RTX. 2000, 3000, ça marche. Ouais, tout. Ils ont dit toute la gamme RTX. Nice. Vous y avez droit. C'est une simple mise à jour de driver. Deep Learning Dynamic Super Resolution. Voilà. Bon, en 2021, AMD avait lancé le Fidelity Super Resolution, fameux C'est FSR, qui était en gros le DLSS. Le principe, c'est que je calcule une image en 720p comme un gros porcasse, et je fais du 140 images secondes, et en attendant, mes Core Tensor, ils vont faire de l'upscale en devinant les images, machin, à quoi elles ressembleraient quand elles sont grandes, en inventant des pixels. Bon. Ok, c'est cool, ça fonctionne, honnêtement. Moi, j'utilise le DLSS sur certains trucs. Ah, ça marche bien. Mais il y a quand même un peu une perte. C'est-à-dire que j'ai remarqué sur certains jeux, quand tu mets vraiment le mode genre en mode perf machin, tu sens que c'est pas parfait. Qu'il y a un peu comme du grain sur l'image, du bruit. Enfin, il y a un truc, ça se voit en fait. Et après, t'as un mode équilibre où il fait un truc entre les deux, et un mode genre super agressif, enfin super qualité. Et là, tu perds en FPS, mais tu gagnes en qualité d'image. Tu sens que, en gros, l'IA, on lui dit privilégie la qualité s'il te plaît, parce que là, ça se voit que tu fais de la merde. Donc, c'est pas parfait. Ça dépend des jeux aussi. Hein. Ça dépend des jeux. Je l'ai testé moi sur Cyberpunk en particulier. Et bon, voilà. Bon, 2 technologies qui, avec le FSR, hein, voilà, qui était pas mal. Donc, on a eu droit aussi au RSR. Maintenant, le Radeon Super Résolution, qui lui, en gros, reprend le principe de ce que faisait Nvidia avec le fameux SSR, là, l'upscale classique. D'accord? Mais Nvidia, du coup, sort le DLDSR, qui ne fait pas du tout ce que fait le RSR. C'est encore un nouveau truc. Oui. Le principe, c'est de calculer une image en 4K et de la downscaler en 1080p. En fait, c'est faire l'inverse pour avoir une image en 1080p d'une meilleure qualité. What? Ouais. Alors, attention.
Ça, c'est le principe du downscale. En gros, tu calcules une image en 4K, Ouais, bien tu la sûr. réduis. C'est comme si là, nous, on filmait en 4K et on réduit l'image en 1080, ce qui fait qu'on a une sensation, tu sais, de netteté Ouais. accrue, Ouais. etc. On voit tous les petits détails, on peut lire derrière Mais pourquoi faut Mario, ça Rabbids, machin, Super Battle. Alors, le principe de ce downscale, c'est non pas de partir d'une image 4K vers du 1080p, ça c'est faire juste du DSR, mais c'est faire du DLDSR, c'est-à-dire partir d'une image en 1080. résolution bâtarde, c'est-à-dire Ah, tu l'as monté, tu l'as 1620p. réduit. Voilà. Et qu'ensuite on réduit en 1080p, mais cette fois en utilisant un algo. Ce qui fait que, en gros, on arrive quasiment au perf du 1080p, native, c'est-à-dire le 145 fps à gauche, tout en ayant une qualité d'image qu'on aurait avec un downscale de 4K vers du 1080p. Tu vois l'idée? Et tu as un curseur qui te permet de régler ça. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un DSR en 4X, là on fait un DLDSR Ouais. en 2,25, mais t'as aussi le 1,78, c'est l'équivalent du 1440p. Ouais. Ça me Voilà. fait penser, effectivement, HD Loga a mis le doigt effectivement dessus, ça me fait penser à certaines techniques d'anti-aliasing. Il y Exactement. avait ça avant, c'est-à-dire que tu faisais du 4X, du anti-aliasing 4X, ça faisait ça, donc ça faisait 4 fois la résolution, Voilà. mais ça te l'affichait en 1080. C'est ça. Sauf que là, ça te sert à alimenter le deep learning qui va te refaire le downsize plus intelligemment que juste retailler l'image Tu derrière. as tout compris. L'objectif derrière tout ça, c'est quoi? C'est d'avoir C'est une du image. Gros malade. Oui, non, mais ils sont ouf. Mais pourquoi est-ce qu'on le ferait pas? Bah, si, allons-y, GG. On a des Cortensor, allons-y. Après, ils ont énormément de chercheurs, hein, ils ont des gens Non, mais bien sûr, extrêmement, sur compétents l'image là-dessus. Ouais, sur Nvidia, l'image, voilà. Mais en fait, l'intérêt derrière tout ça, c'est d'avoir une image en 1080p qui est extrêmement nette et sans problème d'aliasing, tu vois, j'allais dire, ouais, enfin, tout ce qui est crénelage, enfin, tous ces trucs-là, en fait, des problèmes de lecture sur des panneaux, tu vois, tout simplement, t'as un texte que tu dois lire dans le décor, etc., qui des fois est un peu flou, même en Ouais. 1080p. Ça fait du super. Là, l'intérêt, c'est que, en gros, c'est de s'approcher finalement, du piqué que tu aurais sur une image naturelle, en fait. L'image est nette, mais pas les gars qui ont fait les algos. C'est un peu ça. Donc là, je vous montre juste une petite illustration de ce que fait le RSR, donc ce que fait la Radeon. Et en gros, vous voyez qu'en fait, c'est rien à voir à gauche de 4K native, et là, du 1440p qu'on envoie vers du 4K RSR, en gros, c'est ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire qu'on fait le calcul sur une image en plus basse résolution et on l'augmente. Ça, c'est ça le RSR. À ne pas confondre, alors qu'il sort en même temps que le DLDSR, du coup, de Nvidia, qui est pas du tout la même techno, puisque le principe, encore une fois, c'est je calcule une image, j'augmente la taille de l'image pour ensuite la réduire. Ouais, l'idée, c'est qu'ils veulent avoir dans du 1080p une qualité supérieure au 1080p habituel, Exactement. sans aller jusqu'au 4K. Et c'est que, en fait, ça, le chaque résultat. élément du C'est la décor, promesse. ouais, c'est ça. C'est que chaque élément du décor soit ultra net, que tu puisses t'approcher d'une texture, en gros, et qu'elle soit extrêmement photoréaliste, quoi, tu vois. Enfin, ça dépend des jeux, mais en gros, tu vois, qu'elle soit le plus nette possible. S'il y a du texte écrit sur un panneau, un menu au mur ou je ne sais quoi, eh ben que tu puisses le lire, que ce soit pas juste Ouais, flou Dans ce cas-là, quand tu te colles au truc, quoi. si tu vas par là, tu peux imaginer que les jeux que leur pipeline de rendu, du coup, va cracher encore plus fort, Oui. plus vite, un rendu plus dégueulasse, parce Oui. que t'auras un post-traitement qui va Oui. le rendre propre. Tu pourrais imaginer un truc comme ça, quand même. C'est vrai. Bon, C'est voilà. un truc Donc de c'est ça l'idée qui se cache derrière cet acronyme bâtard. Et vous savez quoi? C'est disponible dans 2 jours, donc vous l'essayez si vous voulez. C'est pas supporté nativement aujourd'hui par les jeux, mais il y a la possibilité de l'activer quand même. Ça viendra. En fait, la différence aussi, c'est que le RSR que vient d'annoncer AMD, lui, est pris en compte dans les SDK, etc. Et du coup, les devs de jeux peuvent prendre en compte cet upscaling Ouais, comme le DirectX, c'est DLSS. tout ça le gère, notamment. Voilà. Ça l'est pas encore, mais ça marche. D'ailleurs, il y a des gens qui ont cherché un peu dans les paramètres et on peut déjà plus ou moins un Tu peu peux voir. forcer, oui, comme Alors pas le forcer, mais tu vois les réglages du 1620 Ah, ok. et du 1440. En fait, mais tu peux pas les cocher. Et ils seront activés à partir du driver qui sort du coup dans 2 jours. Voilà. Pourquoi pas? Moi, je vais essayer, tu vois, parce que je me dis, regarde, là, tu vois, je remonte l'image. À gauche, t'as le 1080p, tu vois. T'as cette sensation un peu de flou, en particulier au niveau de la lampe, tu vois, au niveau, c'est le seul élément qu'on voit nous depuis ici, mais au niveau de la lampe, tu vois, de la grille de la lampe, tu regardes avec celle de droite et celle de gauche, t'as cette sensation de flou qui est un peu atténuée. Voilà, ça, tu vois, ça va permettre que ça bave beaucoup moins. Le texte aussi sur la boîte, qui est un peu plus net.
Bon, ça se joue. Après, c'est pas avec l'écran de retour qu'on a ici. Non, c'est pas ouf. Ce qui est intéressant, quand même, c'est surtout la perf. C'est-à-dire que on passe de 145 images secondes à 143 FPS sur cette démo-là, versus avec l'ancienne techno de downscale du 100 et quelques images. Donc on gagne en gros 40 FPS, ce qui est pas négligeable. Mais bon, bien. Ils sont trop forts. Bon, mais à voir, tu nous feras un retour sur. Bah oui, écoute, je teste là sur ma 3060. À moi. Allez. Et je vais m'énerver et en même temps, on va beaucoup en rire. Et oui. Je vais vous parler de l'arroseur arrosé, de l'arroseur d'encre arrosé même, puisque si vous l'avez deviné, on va parler des constructeurs d'imprimantes. Ouais. Voilà. Le pire business modèle de la tech qui a été inventé. Puisque évidemment on va parler des cartouches d'encre. Oui, vous connaissez tous cette plaie infernale, les imprimantes à jet d'encre notamment, et les fameux systèmes de DRM globalement qu'ils ont mis en place sur les cartouches. Oui, Canon, donc c'est eux dont on va parler, mais ils ont globalement tous ces fonctions-là, ils ont tout ce truc là avec les petites puces et tout machin, tu vois, hein, qui vont bien là. Vous avez pas mis une cartouche officielle, hop, tu peux pas utiliser, c'est réglé. Et ben, figurez-vous que les DRM dans ces cartouches-là, comment ça fonctionne, d'après toi? Pas de question. C'est pas un sticker, c'est pas un code barre, non, c'est de l'électronique du coup, forcément. Bah oui. Il y a électronique Il y a une puce, vraiment il y a une puce dedans, et je sais pas si t'es au courant, mais il y a eu quelque chose récemment qui s'appelle la pénurie des composants. Oui. Et ben du coup, les constructeurs d'imprimantes, ils sont un peu emmerdés, ils arrivent plus à fournir des cartouches avec des puces de DRM. Alors ils peuvent plus faire fonctionner leur business, alors qu'est-ce qu'ils font? Bah ils vendent des cartouches sans DRM. Mais du coup, l'imprimante, elle bug. Mais du coup, ça fonctionne pas dessus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont publié une note de service sur leur site de support pour dire comment utiliser des cartouches sans DRM sur votre imprimante. Oh mon dieu! C'est vrai. Donc, si tu vas voir chez Canon, donc t'as un tweet qui est passé, voilà, donc Nils Annerman qui a précisé ça, voilà. Donc la pénurie de semi-conducteurs du coup a poussé Canon à mettre en place du coup des donc là c'est pour les cartouches de tonnerre justement. Ah mais c'est énorme. Donc, en laser hein. Donc le laser marche aussi hein, même problème. Oui. Du coup tu es obligé de mettre en place un système de support pour contourner les cartouches. Voilà. Oh bordel. Et donc t'as une vraie page officielle, je suis allé la voir sur leur site de support, voilà, site européen d'ailleurs. Interim Toner, donc il t'explique tout ce qui se passe, pourquoi ils sont emmerdés comme ça, et t'as toute la procédure pour qu'est-ce qu'il faut faire quand ton driver, suivant quel modèle d'imprimante tu as, etc., où c'est qu'il faut que tu cliques, voilà. Et en général, le truc le plus simple à faire, c'est que les drivers, en fait, c'est bloqué, mais pas tant que ça. Il suffit juste de dire, ok, c'est pas grave, tu cliques sur fermer, close, ou les boutons ok, et ça passe quand même. Faut surtout pas cliquer sur cancel et tout, sinon tu vas perdre dans des menus pas possibles. Voilà. Oh mon dieu! C'est magnifique, pris à leur propre jeu, moi je jubile, c'est tellement merveilleux, voilà. Alors qu'il suffisait de mettre des stickers NFC plutôt que des vraies puces, parce que pour le coup, il y a des vrais morceaux de, je sais pas si t'as vu, mais il y a des vrais morceaux de PCB. Enfin, non mais oui, c'est un truc incroyable. Et que tu jettes en plus. Et que tu jettes, c'est écologiquement, les cartouches Epson, t'as vraiment un tout petit morceau là d'électronique dedans. Tu te dis mais what the fuck. Là l'exemple c'est Canon, mais elles l'ont toutes pareil, bien sûr. Ouais. Alors il y a un autre truc aussi que j'ai noté, c'est que c'est pas la première fois qu'ils se font attraper par leurs pratiques douteuses, notamment chez Canon, puisqu'ils sont en ce moment pris dans une class action, donc une action de groupe aux États-Unis, parce qu'ils ont des imprimantes multifonctions. Donc ils font scanner, imprimante, etc. qu'ils ne veulent pas scanner si tu n'as pas d'encre dedans. Logique. Et si tu n'as pas d'encre, mais genre si la moindre cartouche en fait est en manque d'encre, tu peux pas scanner. Mais n'importe quoi. Donc ils se sont fait attaquer la gueule là-dessus. Mais oui, je pense que au moment ça va être bien. Magnifique. Moi je pense que là on touche le fond. En même temps, bon, je sais pas. Voilà, alors c'est à cause de ces connards qu'on pouvait pas changer de carte graphique. Voilà, exactement. Alors le jour où t'es RTX dans ta cartouche d'encre, t'imagines des core tensor. Attends, on va revenir avec du machine learning directement intégré dans les cartouches d'encre. Ils vont faire du DLDSR dans l'imprimante. Ils vont imprimer en A3 pour te sortir après une feuille A4. Ah oui, si tu coupes ton abonnement, l'imprimante n'imprime plus, même s'il y a encore de l'encre. Bah oui. Chez HP, non mais c'est de pire en pire. C'est vraiment de pire en pire. C'est n'importe quoi. Le business. Ça me fait vomir ce business-là. C'est vraiment incroyable. Entre ça et les NFT, je sais pas ce qu'il est... Bon, bah alors, du coup... c'est l'émission des énervements. Entre les NFT dans les jeux et ça, je sais pas. Alors... Il y a pas mal aussi. Bah justement. T'en as une autre qui est pas mal. J'en ai une qui est pas mal. Allez, à toi. Allez, on va parler des antivirus qui sont de plus en plus gourmands. Tu vois, Norton 360... C'est pas possible. Si, je te jure. Norton était déjà au moins aussi lourd qu'un trou noir en... Non, et Avira aussi. J'écris Aviva, non? Ah non,
Je crois que je l'ai écrit après, mais c'est Avira, oui. Donc 2 antivirus. Tu connais Norton 360, je veux dire, c'est ultra connu. Oui. L'antivirus, donc. Voilà. Et du côté de chez Norton et de chez Avira, on a décidé d'ajouter, des mineurs de crypto. Mais pourquoi? Voilà. Mais pourquoi? Norton Crypto. Alors, chez Norton, on le cache pas. Alors, tu mines de l'Ether, hein. Voilà, donc il n'y a pas de souci avec ça. Norton sur ton PC et qu'il faut rien. Norton Crypto, alors, de base, c'est désactivé. Parce que Norton n'écroulait pas assez ton PC. Mais attends, il faut une config mini en plus. Il faut un GPU Nvidia doté de 6 Go de mémoire vive mini, sinon tu ne peux pas miner. L'idée, c'est qu'en fait, tu gagnes de l'argent grâce à ton antivirus. Peut-être ça paye ton abonnement d'ailleurs à Norton. Oui, je pense qu'ils s'en prennent une partie. Ah non, ils prennent 15%, mais l'abonnement est toujours payant à Norton. Tu sais, Norton 360, tu le payes. Donc, ils ont le beurre et l'argent du beurre. Quoi, ils prennent 15% là-dessus? Oui. En plus, et tu payes l'abonnement? Oui. Non mais c'est... Et tu peux pas utiliser ton PC si t'as pas miné ton Bitcoin. Oh, c'est magique. Bon, voilà, c'est fantastique. Alors, je vous montre quand même celui de Avira, hein. Voilà. Hein. Avira Crypto is on. Voilà. Et là, tu vois ton wallet. Alors là aussi, c'est de l'Ether. Hein. Alors, chez Avira, ils sont vachement mieux que chez Norton, puisque eux, ils indiquent pas combien ils prennent. Voilà. Ils te disent juste, voilà ce que vous avez. YOLO. Là, c'est en mode, pareil, ils prennent 50%, mais tu ne le sais pas. Donc 22 mégahash par seconde. Ouais. Avec une Nvidia 1060 du... Ouais. C'est une 1060 Super, je pense. Ouais. Ok. Peut-être, hein. Je sais pas si leur algo est ultra performant pour miner, mais... Bon. Donc les gens vont miner des cryptos avec leur antivirus. En termes de facture d'électricité, bon, est-ce qu'ils vont s'y retrouver? Je ne suis pas certain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, parce qu'en plus sur un PC, c'est même pas optime pour miner, quoi. Non, ça veut dire qu'en gros, tu vas niquer ta carte graphique grâce à ton antivirus, parce qu'elle va tourner à donf sans arrêt. Genre toute la journée, tu vas dire, ah, j'ai gagné 5 € aujourd'hui. En fait, ça t'aura coûté 15 en électricité, plus la carte graphique que tu vas changer dans quelques semaines. Voilà. À quel moment ces boîtes-là, qui sont censées être des boîtes, tu vois, qui t'aident à ce que ton ordinateur fonctionne bien, sans virus, sans machin, sans truc. Ouais, c'est 15% à Norton, 150% à EDF. À quel moment ces boîtes-là se disent, tu vois, on va faire ça? Il y a un mec au market qui a dit, les gars, parce qu'on peut. Ouais, non, mais aucun intérêt, honnêtement. Enfin, je sais pas. Je comprends pas. Donc, bon, moi, j'utilise Windows Defender, hein, sur mon ordinateur. Et, très bien. Voilà. Et ça me suffit largement. Peut-être que Windows 12 minera des cryptos, on ne sait pas. Non, je pense. Tu vois, genre, ton écran de veille, au lieu de faire du SETI at home et sauver des petites gens qui meurent et des machins. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que SETI at home, c'était pas une sorte de ça avant l'heure? C'est du calcul distribué. C'est du calcul distribué, mais avec un but, quand même. Et en plus, tu choisis combien tu as loué le truc. Tu pouvais utiliser ton prof, c'est pas que ta carte graphique. Enfin, si tu veux, il y avait, au début, on écoutait les extraterrestres, après, on travaillait sur Folding at Home, sur le repliement des molécules. Voilà, et qui là est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, c'est grâce à ce système-là qu'on a réussi c'est le Covid, hein, qu'on a qu'on s'appelle déplier l'ADN du Covid au tout début pour pouvoir faire les vaccins, etc. C'est avec Folding at Home? Je crois que c'est avec Folding ou avec un programme. C'était avec Google, un truc de Google, je crois. Peut-être qu'il y a un truc de Google aussi, mais je sais qu'à un moment ils avaient voulu bosser là-dessus. Pour identifier le génome du virus, etc. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, ça sert à ça normalement. Le séquençage. En fait, ça sert à ça normalement. Le seul truc, c'est que là, c'est pas du tout le même but, quoi. Et puis, pire encore, en pensant gagner de l'argent, tu en perds. Parce que tu vas niquer ta carte graphique. Et en plus, tu vas consommer masse d'électricité chez toi, en fait. C'est complètement con. Voilà. Enfin, ça se calcule parce que ça peut être rentable encore, mais pas avec un PC chez toi. En fait. Non, maintenant en minant de l'Ether, non mais n'importe quoi. Il te faut des rigs dédiés quoi. Bref, bon. Exactement. Mais bref, Norton. Une belle connerie de leur part. Ça me donne vraiment envie de continuer à pas me tourner vers Norton. Voilà. Sur ce, s'il y avait déjà une raison pour y aller. Oui. Ah, bien, parlons d'activisme. Yep. Activisme de la part d'un développeur open source, je sais de quoi tu veux open source, et notamment de la diffusion de sa propagande sur GitHub. Et voilà. Donc c'est un développeur qui a contribué à quelques librairies open source, donc FakerJS effectivement et ColorJS, qui sont les deux plus connus, donc des librairies JS, qui sont effectivement hébergées sur NPM, qui est un gestionnaire de paquets pour ce genre de bibliothèque en JavaScript. Et bien du coup, ce développeur, il a juste pourri ces bibliothèques, qui sont un peu utilisées dans énormément de projets derrière open source, intégrées même dans des projets qui sont pas open source, dans des industries
notamment chez Amazon Web Services. D'ailleurs, ils avaient aussi certains des composants. Et du coup, il avait déjà cassé le fonctionnement des librairies. Et puis surtout, il a intégré des messages de propagande autour de ce qu'il mettait en avant, donc notamment des messages qui s'affichaient en boucle, Liberty, Liberty, Liberty. Dans le Faker.js, dans le README, il parlait de Aaron Swartz, notamment. Ah oui, papa du RSS, entre autres. Comment? Oui, papa de plein de choses, effectivement. Moi, je le connaissais pour le RSS. Creative Commons, Reddit, notamment, il avait beaucoup contribué là-dessus. Et qui avait... C'était l'époque de No Watch, on en avait parlé. Ouais. De sa disparition et tout ça. C'était à ce moment-là, tout à fait. 2013. Wow. Ouais, bah oui. 2013 à ce moment-là. Donc voilà, donc il a poussé tout ça. Donc d'une part, il s'est passé plein de choses. GitHub a de suite réagi. Donc GitHub qui du coup hébergeait ces projets-là. Microsoft a de suite révoqué, donc Microsoft derrière, a de suite révoqué son compte. Sauf que le garçon, il a quand même une centaine de bibliothèques open source derrière. Donc il en a pourri 2, mais toutes les autres du coup ne marchaient plus. Donc Microsoft, en voulant résoudre ce problème-là, il en a créé 98 autres. Voilà, c'est ça. Donc ils ont réactivé son compte. Certains du coup ont fait un rollback de version sur, donc ils ont pris une version précédente de ces bibliothèques pour pouvoir fonctionner. Enfin, un bordel pas possible. A priori, aujourd'hui, il y aurait, ça sera à peu près rétabli, sauf pour une des deux, je crois. Je crois que Faker est rétabli et Color ne l'est pas encore. Bref. Un beau bordel. Donc, alors, c'est pourquoi il a fait ça? Déjà pour faire passer un message, évidemment. Liberty, Liberty, Liberty. Pas de la meilleure façon qui soit, on est bien d'accord. Mais il voulait effectivement mettre en avant toutes les problématiques autour de la morale, du financement des projets open source. Et notamment au regard des dernières acuités qu'on a pu avoir sur des projets qui ont été victimes de failles de sécurité. Parce que des difficultés à le maintenir, parce que ça reste des projets maintenus sur du temps libre, par très peu de personnes, et pourtant utilisés par des millions d'industries, sans payer, sans soutenir, ça reste le principe. Voilà, donc on pense à OpenSSL notamment, Log4j récemment, avec la faille Log4Shell. Ouais. Exactement, comme nous dit Nico Poppy dans la chatroom. Donc bon, moi je trouve ça vraiment... Enfin, c'est pas bien. Tu peux pas... gérer autant de projets open source et enfin voilà, c'est donc Para qui s'appelle, et faire une telle action comme ça, c'est vraiment pas responsable. Après, je comprends le combat, mais l'approche comme ça est vraiment catastrophique. CVSS 10, belle prouesse, exactement. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que tu peux pas d'un côté pendant un moment dire bon écoutez, moi je donne ça à tout le monde, à la communauté, et allons-y, et après dire ouais mais je suis pas payé donc je l'enlève. Ça devient compliqué quoi en fait à tenir. C'est même pas je l'enlève hein. C'est vous tous qui vous en servez, je vais vous emmerder. Voilà. Donc oui, c'est un peu bizarre. Bon, ok. Pourquoi pas? Bon. Pourquoi pas? Non, pas. Bon, écoute. Hein. Tu vas nous parler quoi? Tu vas nous parler d'Apple un petit peu. On n'en a pas parlé ce soir. Si, t'as parlé d'Apple TV quand je parlais de la Shield, évidemment. C'est ça. On va sauter cette news. Il y a du vent parce qu'il nous dit ça fait des mois que je suis pas revenu chez les Bordelais. Ils sont où les cheveux? Ah bah disons, ça fait vraiment un moment, hein, parce que ça fait un moment qu'ils sont partis les cheveux. C'est le Covid qui les a fait tomber. Je vais parler moi des opérateurs, voilà, qui ne veulent pas du relais privé d'Apple. Alors qu'est-ce que c'est que le relais privé d'Apple? Vite fait un schéma qui explique, on a tout compris. Grâce à ce schéma, on a tout compris. Bon, à gauche vous avez l'utilisateur, vous avez l'accès au réseau. L'idée c'est que quand vous envoyez une requête, il y a un acteur qui reçoit la requête DNS mais sans votre IP, Apple lui a l'IP mais pas votre requête, etc. En gros, l'idée c'est de couper en morceaux votre requête internet, vous allez sur un site web, de façon à ce qu'on puisse pas vous créer un profil de vous et vous identifier sur le web, et ainsi pour éviter le tracking. Le tracking, la pub, etc. Bon. Le problème c'est que les opérateurs n'en veulent pas. Alors, ça se présente comment sur l'iPhone? Tout simplement, là, c'est le compte d'Ulrich Rosier, hein, voilà, si vous voulez le voir. J'ai piqué l'image honteusement sur Frandroid. Vous avez en fait cette fonctionnalité qui est présente dans l'identifiant Apple, et que vous activez, le relais privé. Alors, il est en bêta actuellement, hein, il continue à marquer qu'il est en bêta. Vous pouvez aussi masquer votre adresse email, etc. C'est au même endroit. Et là, vous pouvez l'activer ou pas sur Internet. Bon. C'est pas tout à fait un VPN. Non. Ça marche pas du tout comme ça. Par contre, ça a à peu près les mêmes effets. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai activé relais privé. De temps en temps, d'ailleurs, il saute en fonction des Wi-Fi sur lesquels je suis connecté. C'est assez rigolo. Okay. Et le principe, c'est que j'ai un message, hein, c'est une notif qui me dit relais privé ne marche pas. En particulier au boulot. Ça me fait penser à tellement passant à colis privé en fait. Ouais. Relais colis. Relais colis privé. Relais privé. Allez, hop, allez. C'est un nouveau service de livraison.
à domicile. Alors, du coup, l'idée, c'est que vous êtes anonyme. Vous êtes pas identifié par l'opérateur. Et jusqu'à présent, que les systèmes anti-tracking, etc., qui bloquent les Facebook et tout, les opérateurs disaient rien parce qu'en gros, c'est pas grave. Nous, on continue à vendre la donnée, on l'a. En gros, tu utilises les DNS de ton opérateur. Ouais, c'est ça. Du coup, il sait ce que tu visites. Mais pas là. Hein? Mais pas là. Mais là, non. Voilà. Merde. Là, il peut pas. Ah, alors, ce qu'il nous dit, Apple, c'est tu fais chier. pour des raisons de sécurité, on bloque, nous, au niveau des DNS, certains sites. Et du coup, votre système fait que les gens continuent à y avoir accès puisque ils passent par d'autres DNS sur lesquels ils sont pas bloqués. Tu vois, par exemple, imaginons un site qui commence par... à l'époque, c'était T411, c'est ça, je crois, Ouais. qui est un site de torrent. Maintenant, ça existe plus. Donc, imaginons T411, on le bloque niveau de DNS, ce qui était déjà arrivé, hein, d'ailleurs. Oui, on a 8 Et heures. tu changes juste tes DNS dans tes paramètres réseau, et bingo, t'as à nouveau accès au site. En fait, le site est pas supprimé, il est juste... Ça marchait pour référencé. monsieur tout le monde, mais après, dès que t'étais un peu dans la tech, tu pouvais effectivement C'est hyper facile. Bon. Ben là, en fait, c'est ce qui se passe à cause de relais privés. Eh ben, tu passes pas par les DNS. D'ailleurs, on sait pas par qui, parce que Apple ne donne pas le nom de ses partenaires. Alors, il y a sans doute du Akamai, du Cloudflare, etc. Là-dedans. C'est nécessaire d'ailleurs. C'est Bien un sûr. peu... Donc, on sait que ça doit être sans doute ces pose partenaires-là. Il y a peut-être du Google derrière ou du Amazon, on sait pas. Ils sont assez opaques là-dessus. Et ce qu'ils expliquent, c'est que nous, on a l'IP. Google dit nous, Apple dit nous, on a l'IP. Par contre, on sait pas quel site visitent les gens. On sait pas où est-ce qu'ils ont été, etc. Et du coup, fatalement, l'opérateur, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a T-Mobile, il y a Orange maintenant qui commence à monter dessus, Vodafone, Telefonica, etc. qui veulent qu'Apple désactive ça. Et ils sont en train de gagner. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis... Attends, je remets l'image. Ouais, vas-y. J'essaie de comprendre. Vas-y. Ouais, je essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, l'idée, c'est que le site internet, d'ailleurs, que tu visites, n'est pas capable de retrouver non plus ton profil, etc., puisque tes requêtes sont toutes divisées, etc. Bon, bref. Et là, l'idée, en cas de panne, ça retombe sur le système classique. Tout à fait. C'est-à-dire que si jamais il y a une panne de relais privé, tu repasses par le système totalement classique. C'est transparent pour l'utilisateur, le truc est vraiment bien fait. Tu repasses tout seul, et d'ailleurs, moi, au boulot, par exemple, quand j'y suis, relais privé saute de temps en temps. Pas toujours, je sais pas pourquoi, mais il saute de temps en temps, et c'est pas grave, je peux continuer à surfer, seulement il dit attention, votre navigation n'est plus protégée par relais privé, c'est tout. D'ailleurs, potentiellement, c'était même pas le boulot, c'était simplement Apple qui, comme le service est en bêta, l'a coupé par moment pour maintenance ou mise à jour, et du coup, je me retrouvais sans relais privé, mais je m'en fous en fait, dans les faits, c'est pas très grave. Mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que on puisse pas vous tracer, qu'on puisse pas vous identifier, qu'on ne sache pas qui vous êtes en fait. Ils ont pas l'ID du téléphone, ils ont pas ce genre de truc. C'est dans iCloud Plus exactement. C'est compris dedans. C'est-à-dire que si vous êtes abonné à iCloud payant, vous avez iCloud Plus, donc vous avez relais privé. Moi, j'utilise pas mal, par contre, qui est aussi dans iCloud Plus, le système de masquer mon adresse mail, où tu sais, il génère aléatoirement une adresse mail, ça, c'est bien, ça. et il te le renvoie. Ça marche hyper bien, c'est intégré, moi, à tous mes devices. C'est magique, et j'ai pu choper comme ça mon assurance, qui avait vendu mon adresse mail. Putain. Du coup, j'ai fait sauter mon adresse mail, et je lui ai dit, allez vous faire foutre, maintenant, si vous voulez me parler, ça sera tout simplement par téléphone, ou SMS. Mais bref, donc voilà, les opérateurs montent au créneau, et pourquoi ? Parce que c'est là que tu te dis, ok, si je me protège de Facebook, Google et tous les autres, je suis protégé, je suis tranquille. Mais en fait non, ton propre opérateur vend en fait aussi toutes ces infos-là, et lui tu peux pas le bloquer avec juste une hygiène imparable ou je ne sais quoi. Il y a que le VPN qui pourrait fonctionner, mais qui est payant. Là c'est un truc qui est, ouais, ok, certes qui est payant dans iCloud, mais il y a beaucoup d'utilisateurs iPhone qui ont un abonnement à iCloud, et qui fonctionne juste en un clic. Il y a zéro config, tu vois. Le VPN, t'as encore cette idée de devoir le configurer, etc., tu vois. Là, c'est hyper user-friendly. Donc, voilà l'idée, c'est que malheureusement, Orange, en particulier, puisque c'est les premiers à monter au créneau, T-Mobile, ça, les plus gros, vendent tes données. Tes données de navigation, etc. Ils savent que Christophe, il a pas de cheveux, etc. Et voilà. Et les données, c'est la vie, comme tu dis, pour faire de la pub ciblée, tout simplement. Donc, malgré les systèmes d'anti-tracking, de AdGuard, de tout ce que tu veux,
l'opérateur, lui, il est au bout du tuyau, donc il sait tout. Je vais te faire peur, mais imagine, ils mettent ça en lien avec ce que tu regardes sur la télé, parce qu'ils le savent Oui, bien aussi, sûr, ils savent. avec le quadruple play. Oui. Du coup, ils savent que t'es un foyer mais même sans ça. qui regarde la télé. Même sans ça, t'as ta Shield qui est branchée sur ton réseau à la maison. Tu utilises Netflix, ils savent à quel service t'es abonné. Hein. Ouais, mais bien sûr. Donc voilà, et par le Wi-Fi, en fait, tout passe, donc ils peuvent savoir les applis que t'as installées, si c'est des applis qui communiquent avec le réseau, etc. Donc ils te connaissent vachement bien, et forcément, bah ils vendent la donnée, quoi. Non, mais ils regardent pas sur ton réseau local, hein. Ils regardent. Non, ce qui sort de ta box. Ce qui leur arrive chez eux. Ouais, mais fatalement, t'as une application installée qui passe via ton réseau en Wi-Fi. Je sais pas, t'es connecté à Amazon Vidéo sur ton téléphone, bah ils savent que t'as Amazon Vidéo, hein. Ouais. Donc y a pas de souci, hein. Et oui. Ils savent à quel service t'es abonné, enfin voilà. Et si tu utilises, je sais pas moi, une app, je sais pas, bah là tu vois typiquement j'en ai une. Baby Tracker, là, tu vois, une appli pour voir quel moment il mange, il dort, etc. Et ben, ils savent en fait que j'interroge ce truc-là, donc ils savent que j'ai un bébé à la maison, donc ils peuvent potentiellement vendre mon truc pour tout ça, quoi, en fait, pour me faire de la pub pour des couches ou je ne sais quoi. Donc oui. C'est comme la banque qui sait tout de toi avec tes achats, tes machins, tes trucs. Mais les opérateurs aussi. Et en fait, le relais privé, ça te montre l'efficacité du système, parce que là ils disent oh merde, on n'a plus ça, on peut plus établir un profil fin comme avant. Et donc on perd de l'argent. Voilà. Donc en fait, tu te rends compte que finalement, pour qu'il monte au créneau, c'est que ça doit représenter une sacrée part des revenus quand même, la vente de données. Parce que si c'était minime, t'en foutrais. Mais là, à mon avis... Je serais curieux de voir les pratiques derrière de chacun des opérateurs. Ouais, je pense qu'on serait surpris de voir, Élise Lucet, si tu nous écoutes, un petit cache investigation sur comment nos opérateurs revendent nos données, à notre insu, parce que à aucun moment vous avez signé un truc. En fait, si, c'est signé dans les CGV, il y a marqué qu'ils vont communiquer à des tiers vos informations éventuelles et machin, tu vois. Mais tu peux pas opt-out, tu peux pas te rebeller contre ça. Et à mon avis, avec ce truc-là, ils ont mis le doigt sur une grosse source de revenus. Donc voilà. Normalement, tu devrais pouvoir demander l'ensemble des données qui te concernent. Oui, bien sûr. Dans le contexte de la CNIL, ça pourrait être pas mal du RGPD aussi. Oui. Ah, ce serait rigolo à faire, à tester. Voilà. Bien. Je suis curieux de voir la suite de ça, tiens. Bah, clairement. Allez, finissons sur une petite note de domotique en actu. Avant de passer au test, je vais vous parler rapidement de Wyze. Est-ce que tu connaissais Wyze? Oui, le GPS pour aller... Non, Wyze, pas Waze. On va se parler de domotique et abonnement, puisque si vous suivez un petit peu la partie caméra connectée, vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus de constructeurs fournissent aujourd'hui des caméras avec des services de supervision de chez toi avec des abonnements payants. Oui, pour beaucoup, c'est devenu une grande mode. Et ben certains commencent à faire machine arrière, et c'est le cas de Wyze notamment, qui a depuis longtemps en fait construit et vendu des caméras pas mal, plutôt jolies en plus, performantes et pas très chères. Et bien jusqu'à présent, ils avaient un service donc tu pouvais avoir de l'enregistrement automatique sur une carte SD en local et de la publication sur le cloud et tout ça. Et bien ils ont mis en avant des nouvelles formules d'abonnement, notamment ce qu'ils appellent Cam+, ils vont décliner en Cam+ Lite, Cam+ tout court et Cam+ Pro, qui sont les trois formules d'abonnement. Et la Lite, en fait, tu peux choisir payer ce que tu veux par mois. Ok. Tu peux même choisir de payer 0. Ok. Voilà. Et donc dans ce service-là, tu vas quand même avoir la détection de visage en automatique, le signalement derrière, mais tu vas avoir un stockage limité dans le temps de la vidéo, et surtout tu vas avoir un cooldown donc de 5 minutes, je crois. Ça veut dire que tu peux pas enregistrer en dessous de 5 minutes d'intervalle. Okay. Voilà. Pourquoi pas. Bon, okay. L'intérêt, c'est que tu as quand même du coup toutes les fonctionnalités de ta caméra qui sont activées. Ouais. Même s'il y a besoin du cloud derrière, mais il reste gratuit. Donc ça répond à beaucoup de problématiques de gens qui se disent mais moi j'achète un matos, j'ai pas envie de payer en plus un truc derrière. Non, clairement. Et en même temps, ça permet de monétiser certains services parce que la détection de visage, notamment, c'est quelque chose qui peut être coûteux. Il y a du cloud à mettre en œuvre derrière. Ouais, vas-y. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont décliné leur offre en disant ben sur l'offre possiblement gratuite, tu as détection de personne, donc tu dis il y a effectivement quelqu'un, mais ça s'arrête là. Et après les gammes plus loin, donc le Cam+ notamment, tu vas pouvoir aller détecter reconnaissance faciale. Tu vas pouvoir notamment j'avais noté, ah oui c'est là, regarde, hop, les gammes de prix sont là. Tu vas pouvoir du coup viser autre chose que des personnes, tu vas pouvoir détecter les packages, les véhicules, les animaux, et il y a une gamme pro qu'ils ont rajouté après derrière, où là tu as une supervision 24/7 avec des personnes en plus, donc là tu as une équipe humaine, donc là on rentre vraiment dans le domaine de la sécurité, tu vois, les équipes de sécurité pour chez toi.
Et en plus, tu vas avoir la reconnaissance ciblée de personnes. Donc il va te dire, il y a telle personne devant chez toi, ou telle personne est passée à telle heure chez toi avec la caméra, les vidéos, etc. à proprement parler derrière. Et tout ça te fait du stockage illimité après aussi derrière. L'idée est plutôt pas mal. Voilà, c'est pas les seuls. Google et YouFi, qui font aussi d'autres caméras comme ça de surveillance, font des offres, ont des offres gratuites, pardon, de cloud, pareil, mais limitées. Par contre, on a Arlo et Ring qui, eux, n'ont que des offres payantes aussi pour gérer la partie supervision. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi, qui est dans pas mal dans la domotique? Alors, historiquement, il y avait WeSings qui faisait une caméra qui, elle aussi, nécessitait un abonnement, qui n'était pas donné d'ailleurs, pour fonctionner, tout simplement, pour avoir accès à l'enregistrement à distance, etc. Google a racheté la société qui faisait ces caméras de surveillance, j'ai oublié le nom, et après ils l'ont passé sous Nest, qui est le thermostat. Ils ont changé une fois de nom. Ouais, je sais plus comment il s'appelait. Des caméras d'ailleurs qui fonctionnent avec des ventouses aussi sur les fenêtres, qui étaient vachement utilisées dans les commerces aux États-Unis. Je vois tout à fait. Une start-up, voilà, j'ai oublié le nom. Et ils faisaient ça, c'était en 2013 ou 2014, peut-être même avant. Et ouais, c'est celle-là. Nest Security Cam. Oui, mais c'était pas Nest à l'époque. Ça avait un autre nom. Dropcam. Voilà, Poppy. Dropcam, et d'ailleurs c'était... Ils sont forts dans la chatroom. C'était le... Je me souviens de ce truc-là. Et pareil, c'était un service payant derrière, etc. Mais elle faisait du 1080p. C'était connecté à ton smartphone. C'était cool et tout. Et en fait, il y a beaucoup de constructeurs qui sont lancés derrière sur ce même modèle. C'est-à-dire, on fait des trucs simples, machin, mais ils ont pas pensé à l'interopérabilité. Sauf qu'aujourd'hui, le marché a complètement changé. Avec Thread, avec Matter, avec tout ce qui arrive. Exactement. Et en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal d'acteurs il suffit qu'il y en ait un seul qui propose un service gratuit pour qu'en fait, ils prennent des parts de marché incroyables. Et YouFi, comme tu dis, il y avait Xiaomi aussi. Xiaomi qui, en plus, leurs caméras, qui font 2K, sont aussi hub, Zigbee, etc. Ils font tout dedans. Il y a Bluetooth, Zigbee, Thread, enfin la totale. Dans les dernières, d'ailleurs. Les GH3. Et en fait, je comprends même pas qu'aujourd'hui, on continue comme c'est Ring encore, qui fait un service payant. Après, je sais pas si Arlo le fait toujours. T'as beaucoup de mal à le justifier aujourd'hui, en fait. Ouais, je sais pas si Arlo le fait toujours. Arlo encore, ça peut se comprendre parce que leur système est vachement... Enfin, tu sais, il fait partie de ces systèmes qui sont les plus robustes et qui rencontrent le moins de panne. Ouais. Et ils mettent en avant, ils mettent ce truc en avant parce que ils ont leur propre système de puces qu'ils ont développé avec leur protocole sans fil, tu sais, de connexion des caméras sans fil, etc. Ah oui, c'est vrai. Méchant. Et ouais, voilà ça. Les Blink d'Amazon, le stockage est gratuit, tout à fait, Carpe Diem. Moi, j'ai une Blink que j'ai connectée à HomeKit grâce à Homebridge. Enfin, tu vois, tu dois pas avoir un Amazon Prime quand même pour que ce soit stockage? Je sais pas. Moi, je sais que je suis Amazon Prime, alors du coup, je me pose pas la question. On va vérifier. Après, je l'ai pas activé le stockage. Après, ça reste Amazon, donc à mon avis, derrière, ils s'en servent. Exactement. Netatmo, bêtement. La caméra Welcome de Netatmo, elle aussi, elle est gratuite. Donc, et en plus, il y a une micro SD pour stocker aussi en local, tu vois. Celle-ci, ouais. Voilà. Mais là, tu vois, regarde, chez Waze, t'as la première caméra pas cher, qui supporte ça. Mais oui, $36, c'est vraiment pas cher. Et c'est des bonnes caméras qu'ils ont pour le Après, YouFi aussi, hein, ça va pas chercher très bien parce qu'on en parlait justement sur mon Discord, là, parce que je posais la question. Ils en font une motorisée chez YouFi, qui est compatible HomeKit de base. Et en plus, si tu es abonné iCloud, du coup, t'as le stockage et la reconnaissance faciale par Apple. Donc, du coup, enfin, ça a plus de sens de faire payer les abonnements domotiques. Et comme disait un peu plus haut, je crois que c'est Exhort, c'est hyper chiant, les services qui nécessitent obligatoirement d'avoir Internet pour fonctionner. Et typiquement, il y a des caméras de vidéosurveillance, alors que tu pourrais les consulter en local, et ben, tu passes par le web pour revenir en local, et c'est complètement con. On est d'accord. Donc, complètement d'accord. Donc voilà, c'est HomeKit Secure Vidéo pour Apple, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais bon, bref. Bon, moi, j'adore leur page produit et notamment donc la. Ouais, elle est mignonne, la petite cam. La fonction détection de véhicule est vachement bien mise vachement bien mise en avant, tu vois, sur leur site. Oh bordel. Tu vois qu'effectivement, il y a une voiture. Nissan Juke. il a fait finir dans la piscine. Hein. Voilà. L'exemple est pas mal. L'exemple est pas mal. Tous les autres cas sont mis comme ça. Tu notes quand même qu'elle est passée d'abord par le portail. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est le portail. Non, je sais pas si c'est. Non, mais c'est devenu le portail. Le truc, ils l'ont plié en deux, quoi. Ah, c'est magique, ça. Voilà, pour la petite. Non, et ça fait penser d'ailleurs à la Netatmo Welcome, qui est une caméra, du coup, d'extérieur, avec éclairage, tu sais, elle fait détecteur de mouvement avec éclairage et tout. Elle fait aussi la reconnaissance de véhicules, d'animaux, etc. Donc, voilà. Et de base aussi, ça y est. Bref. Et bien sur ce, je te propose qu'on passe à la rubrique Bench.
Bon, Bench, et on va parler encore un petit peu de domotique. Alors, c'est très gadget, c'est pas le truc le plus utile de la Terre. J'aurais voulu vous parler d'un autre truc, mais la semaine dernière, on a déjà fait le code pour les enfants, et ça rejoignait ce sujet-là, parce que pendant les vacances de Noël, j'ai fait du Swift Playground avec mes enfants. Et du coup, ils ont appris à faire du Swift. Alors, on était les boucles forts, machin, les exceptions, et tout ça. Enfin, c'était vraiment cool. Et on était 2, du coup. Ben ouais. Et on a fait ça pendant 4 jours d'affilée, quand même. Avec chacun son iPad. Alors, j'ai découvert un truc. La fonctionnalité en classe chez Apple, c'est un truc magique. Qu'est-ce que c'est? Ben en fait, sur le Mac du prof, tu lances le logiciel qui s'appelle En classe et tu lances les iPads et tu vas dans les réglages des iPads. Alors dans le logiciel En classe, tu fais créer une nouvelle classe, donc tu crées une classe, genre le cours. Ça te déroule sur des contenus particuliers? Non. Tu fais ça et les iPads vont dans le réglage et ils font rejoindre la classe. Et toi, tu vois sur ton Mac popper les utilisateurs avec les iPads. Tu lances le cours et en fait, toi, tu peux dire afficher sur tous les iPads Swift Playground et pouf, il s'ouvre sur tous les iPads. D'accord. Et tu peux regarder l'écran de chacun des élèves directement, bloquer sur des apps, renvoyer vers d'autres trucs, ouvrir des trucs, etc. C'est hyper bien fait. Voilà, c'était la parenthèse. Mais je voulais pas en reparler là. Test sur mais voilà. Non, mais je voulais en parler. Tu vois, j'aurais voulu faire un test complet en classe et tout. Bon, on le fera une autre fois, mais ça rejoignait trop. Je veux bien voir ça. Mais vraiment, vraiment très très bien. Je vais vous parler moi de Goviglide. Alors c'est vraiment le gadget domotique, ce que vous voulez. Le principe c'est Keke Tuning RGB. C'est ça. Mais chez toi, dans ta maison. Voilà, donc c'est le fameux serpentin que vous voyez au mur. Alors là, c'est le 8+4. En gros, il y a 8 segments plus 4 angles. D'accord. Il y en a 2 à gauche et 2 à droite. Bon, là, sur la photo, vous en avez que 3, je sais. Merci de la précision. Voilà. Moi, le pack que j'ai, c'est celui-ci. C'est le 6+1 que j'ai réussi à avoir en promo à 70 €. Voilà. Voilà pour l'idée. En ce moment, c'est en solde chez Govi, c'est 129 € au lieu de 122 € au lieu de 159 € le 8+4 okay. Pour le gros pack. Bon, l'idée c'est en gros, vous pouvez vous amuser à faire des scènes, des machins, des trucs avec des animations. De la déco morale. C'est compatible avec votre assistant préféré, sauf Siri. C'est-à-dire que c'est compatible avec. Mais qui est l'assistant préféré de je sais pas. De qui est l'assistant Google ou Bernadette, vous voyez. Donc tu veux dire OK Bernadette, change le glide to Joyful et ça lance le scénario Joyful qui est magnifique. Multicolore, alors ce qui est cool c'est qu'il y a plein de LED adressables et ça bouge dans tous les sens. Ah, tu peux colorer certaines parties, OK, ça marche. Voilà, et en fait je vais vous montrer, il y a une petite vidéo, donc on va la montrer après. Voilà, le truc qui est cool, c'est que on voit pas vraiment la connexion, alors si t'es dessus, oui, mais tu vois pas tellement la connexion dans la forme que tu donnes. Donc t'as vraiment la sensation que c'est un néon complet, quoi, tu vois. Là, ça te montre un peu la connexion. C'est un principe de clips, tout bêtement. Tu peux les déclipser, les reclipser, voilà. Et on a 2 vidéos. Vas-y. Hop. Donc ça c'est la vidéo de promo. Ouais. Voilà. La vidéo de promo où on voit, voilà. Oh, elle était pas entière ou quoi? Ah, c'est peut-être pas mise à jour. Non, on l'a pas en entier. On la remettra on va faire la démo de l'autre. Ouais, c'est pas grave. Je la remettrai au montage. Et dans mon bureau, donc du coup, bon, pour ceux qui ont suivi mon stream, vous l'avez vu. Vas-y, paf. Donc là, on le voit derrière. Et on se voit dedans. Salut, c'est merveilleux. On est dans notre écran. Qu'est-ce que c'est trop bien fait, cette incrustation. Donc là, tu vois, par exemple, il est tout vert et il y a juste un petit segment bleu que je fais bouger. Alors, il y a plein de scénarios infinis. C'est le serpent qui bouge. Ouais, t'as vu ça? Alors, ça clignote à chaque fois qu'il reboucle la vidéo. Ouais, c'est parce qu'on a mis la vidéo en boucle. C'est normal, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, j'ai réussi à le faire fonctionner avec HomeKit. Avec Homebridge, il y a un plugin Govi qui est dispo. Et c'est hyper facile en fait à paramétrer. Un truc qui est cool, c'est que l'intégration Govi à HomeKit, elle est vachement bien faite. Parce que elle rend l'éclairage compatible avec la luminosité ambiante actuelle. Tu sais, What? Ouais, alors en fait, chez Apple, ils ont un concept un peu fumeux de température de couleur qui est en fonction de
comment ça s'appelle, de l'aube et le crépuscule dans la journée, etc. Non, en fait, par rapport au capteur luminosité du téléphone. Non, c'est vraiment par rapport à l'horaire. Voilà, par rapport à l'horaire. C'est un peu comme sur ton Mac, quand tu choisis un fond qui change en fonction du moment de la journée, tu sais, où tu vois une nuit, tout ça, machin. Voilà. Tu vois une dune dans le... Je pense qu'ils vont en avoir marre de voir mon bureau. Ils conçoivent maintenant, là. Ouais, vas-y. Ah, c'est pas mal, moi, je trouvais ça. Ouais, c'était rigolo. On n'a pas du tout passé 10 minutes à faire l'incruste sur l'écran. Une dune dans le désert, tu sais, tu vois l'évolution au cours de la journée. Bon, ben là, c'est le même principe avec les éclairages qui, en fait, évoluent. Philips s'est intégré cette fonctionnalité, par exemple. Alors, pas dans toutes les ampoules, mais maintenant, dans les nouvelles. Du coup, quand t'allumes la lumière, eh ben, elle reflète normalement la lumière qu'il fait dehors. Ouais, donc si tu vas faire pipi la nuit, tu vas pas allumer, te prendre exactement. Et c'est des lumières beaucoup plus chaudes le soir. Ok. En fait, ça change la température des lampes tout au long de la journée. Eh bien, avec Homebridge, vous pouvez rendre le Goviglide compatible avec ça. C'est-à-dire que si vous l'allumez en blanc, eh ben il va changer et devenir de plus en plus jaune finalement. Le soir. Et le matin, il est un peu plus rosé. Enfin, on est dans le kéké plus. Ah voilà, kéké plus. Donc c'est honnêtement, ça marche hyper bien. Je suis bluffé moi par l'app. Tu peux faire plein de scénarios où il y a même un système où tu envoies une photo et tu lui dis trouve-moi les couleurs de cette photo. Et en fait, il fait l'analyse. Il te trouve 8 ou 10 couleurs, je crois. Et tu choisis celle que tu veux garder. Et tu fais OK. Et pouf, il te fait un scénario avec qui reprend le dégradé de, je sais pas, de ton coucher de soleil préféré. Ah non, en fait, de base, il te fait le dégradé fixe. Okay. Et ensuite, tu choisis les animations. D'accord, ok. Alors, il y en a plein, des animations. Et c'est ce qu'il y avait dans la petite vidéo, du coup, que je peux pas vous montrer. Mais il y a plein d'animations. Des animations où on peut croiser des trucs, etc. Enfin bon, bref. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il y a un micro intégré aussi dans la base. Et l'intérêt, en fait, c'est que ce micro intégré, quand vous parlez, par exemple, ça peut créer du mouvement. Peut-être qu'elle est pétée, la vidéo, 20 mégas. Il y a du mouvement, etc. Il suit le rythme de la musique, il peut changer de couleur ou pas, etc. Moi, je trouve plus classe que les nanoliths aussi. HD Loga, perso, j'aimais beaucoup les nanoliths. Mais je suis un peu enfin c'est vu, revu et re-revu quoi. Et ça a l'air bon. Vas-y, on voit la vidéo. Moi aussi j'aime bien les nanoliths, mais je trouve que ce système là déjà est beaucoup moins cher que les nanoliths, faut dire ce qui est. Ah bah non, il veut pas lire la vidéo. J'ai une petite idée du pourquoi. Ah, t'as une idée du pourquoi, ok. Il y a un changement de scène à ce moment-là, tu penses? Je sais pas, intempestif possible. Possiblement. Mais toujours au même moment, ce serait étrange. Donc, c'est moins cher. Les scénarios sont infinis. Ah si, c'est ça. Les scénarios sont infinis, donc voilà, le truc est vraiment cool. Voilà, on voit l'app. Donc on peut choisir tout un tas de scénarios, tout un tas de trucs. Alors attention, dans la vidéo, il vous montre des serpentins hyper lents. En fait, c'est des serpentins mis bout à bout. Mais il y en a plusieurs en fait, plusieurs packs. Tu peux pas aller au-delà de 8. Ah merde. Non. Donc attention, vous dites pas tiens, je vais en acheter 16 et en fait, je vais tous les connecter à un seul connecteur, ça marche pas. C'est 8 max, il peut pas en alimenter plus de 8. Donc il t'en faut plusieurs. Donc il t'en faut plusieurs, voilà. Donc souvent on a vu des trucs. Voilà, typiquement, ça réagit à la musique. Alors là, bon, il a fait un peu n'importe quoi, mais tu peux faire un vrai vue-mètre. Tu vois, tu peux faire un vrai vue-mètre si t'as envie. Ça fait pas trop plastique? Si, c'est ultra plastique. Mais une fois sur le mur éclairé, ça se voit pas du tout, quoi. D'accord, ok. Tu vois, là, il y en a plusieurs, en fait, typiquement. Et ça marche vachement bien. Honnêtement, je suis assez fan de ce truc-là. Ça éclaire vachement, beaucoup plus que le bandeau LED qu'on a derrière, etc. Beaucoup plus que tous les bandeaux LED que j'ai pu croiser. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus lumineux. Et c'est ça, en fait, l'intérêt du truc. Je teste un autre produit de chez eux en ce moment, qui est le Govi Ambiance, je sais plus quoi. Enfin, bon, bref, un autre nom, mais je testerai pour un autre truc, qui lui, en fait, permet de faire du Ambilight avec une caméra que tu mets sur ta télé. T'as une caméra qui filme l'écran, et tu places les trucs derrière. D'accord, ok. Ils prennent même pas le flash DMI, c'est... Non. Et tu places, en fait, les trucs derrière les écrans. En fait, on les voit sur la vidéo. Je les ai derrière mes écrans, en fait. Mais j'ai pas mis la caméra encore. Elle se branche en USB. Enfin, elle est branchée, mais je l'ai pas mis sur les écrans. Parce que je voulais pas spoil, mais pour en parler ce soir. Mais voilà. Mais tu l'as quand même fait. C'est ça. Alors non, descends, parce que ça c'est celui avec les LED. Mais tu en as un avec, moi c'est celui que j'ai avec les deux barres. Ouais, non, laisse tomber. Descends. Ah là, il y a un niveau de Jackie Tuning Touch, summum là, sous le lit, les néons et tout. Descends, c'est pas là. Ah, mais ils ont vachement. C'est l'espèce de barre, ils ont pompé tout ce qui se faisait à peu près chez
Chez tout le monde en fait, non pas que chez You, hein, chez tout le monde, mais ils le font bien. Honnêtement, l'appli est vraiment cool. Enfin, il y a plein de trucs qui sont vraiment bien faits. Ah, mais je le vois pas. Non, mais j'ai la fois. Mais t'avais le principe de la caméra, je sais plus où. Ah, c'est ça. Immersion kit. C'est ça, mais sans la barre LED, mais juste avec les deux lampes. Non, ça vaut 80 balles, c'est pas celui-ci. Mais tu vois, c'est ces 2 barres là, avec justement un petit truc que vous mettez sur la télé, et ça vous permet de faire du ambilight, du faux ambilight. Avec ça pour 80 balles, peu importe l'écran, peu importe la source. Il est un peu dur quand même, c'est un peu compliqué, mais ouais. Faut voir le WAF après derrière. Ouais, honnêtement, je vous le montre. C'est bien fait. Voilà, c'est ça. Honnêtement, c'est bien fait. Donc t'as la caméra au-dessus de la télé. Ouais, et sachant que spots les 2 spots, tu peux les fixer derrière la télé. Il y a un double face exprès. Avec une accroche. Que 2 parce qu'il y en a un de chaque côté et une bande OLED. Oui, bah en fait tu le vois en bas. Oui, c'est le kit avec le bandeau LED en plus, mais t'es pas obligé d'avoir le bandeau LED. Tu peux faire de l'ambilight que des 2 côtés, etc. quoi. Oui, voilà, Mister SP, le WAF est proche de pas grand chose là-dessus. Ouais, et la caméra intègre aussi l'antenne Wi-Fi, donc il faut absolument la brancher sur ce kit-là si vous voulez le piloter en Wi-Fi. Compatible évidemment HomeKit et tout le reste avec HomeBridge. Honnêtement, ça marche vachement bien. Alors moi, je mets ça dans mon bureau, tu vois, j'ai le droit de le faire dans mon bureau. Dans le reste de l'appartement, c'est une autre question. C'est ça. Voilà, mais dans mon bureau, j'ai le droit. C'est ta geek room, t'as le droit de faire ton truc. Ouais, c'est ma geek room, je fais ce que je veux. Non, honnêtement, pour ceux qui ont vu mon stream ou la vidéo de tout à l'heure, là, c'était laquelle l'Incruste 2 Ouais. 2 ou 3 En 3. Du bureau? Ouais. 3. Ouais. 3. Voilà. C'est pas non plus très kéké tuning, tu vois. Non, mais là, il n'y en a qu'un sur le côté. Non, et tu vois les espèces d'ambilight derrière les écrans. Je les ai mis en haut. Je sais pas si tu les vois. Ouais, je les vois, les 2 trucs bleus. Ouais. Voilà. Lightme Neo HDMI 2.0. Oui, mais là, c'est sans l'HDMI. C'est-à-dire que vraiment, t'as une caméra que tu mets dessus, qui capte ce qu'il y a dans l'écran et qui change un peu la luminosité. Tu vois, j'ai pas grand-chose de bandeau LED là. J'ai juste mon logo, la barre et tout ça. Pour le moment. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Pour le moment. Voilà. Bref. Elles sont pas très visibles les lampes sur des écrans. Ouais, là sur la vidéo on les voit pas trop. Bah après t'as pas filmé de face non plus. J'ai pas filmé de face. Je les teste en fait, donc voilà. Mais bref, le Goviglide, si vous cherchez une grande barre comme ça très lumineuse, néon pour mettre chez vous dans votre bureau, peu importe où d'ailleurs. Vous pouvez y aller quoi. En plus elles ont toutes derrière le système d'autocollant, donc t'as pas besoin d'en rajouter, c'est livré avec pour la fixation au mur, etc. C'est très très propre, ça marche bien. Non mais il parle de l'incruste qu'on a mis tout à l'heure. Ah l'incruste, d'accord. Faut la remettre. Vas-y, ok. C'est tellement bien fait. Ouais, c'est vachement bien fait. On est trop bien. On est dans mon Space Monitor Samsung. Dans ton bureau, voilà, c'est ça. Dans le bureau. Et honnêtement, ça marche bien. Franchement, ça marche très très bien. Là, c'est filmé avec la GoPro à l'arrache sur l'éclairage et tout, quoi. Mais c'est très lumineux. Très très lumineux. Et ça fait la blague. Moi, je trouve que ça fait un petit effet sympa. Si voilà, vous avez une geek room chez vous ou autre, ça peut le faire. Si vous faites une borne d'arcade même, tu vois, et que tu veux rajouter des néons ou des machins. C'est pas mal ça, j'avoue. Bah, voilà, tu te mets ça, tu te le connectes alors il marche en Bluetooth de base, mais sinon il marche en Wi-Fi. Donc tu peux te le connecter sur ton réseau. Tu peux même te faire un scénario, tu vois, genre t'allumes ta borne d'arcade et ça allume l'éclairage. Est-ce que tu peux le mettre sous ta voiture pour faire encore plus Jackie Tuning Touch? C'est pas alimenté en USB, mais ça aurait pu. Ah merde, ça aurait pu, mais pas besoin. C'est dommage. Ça se met pas sous les voitures. Peut-être sous une trottinette électrique. Non, ma trottinette électrique avait ça en dessous. Oui, c'est vrai. Mon S4, je te signale. Donc, bref, voilà. Goviglide, si vous voulez, c'est le moins cher des kits Glide comme ça, néon, que vous pouvez trouver. Voilà. Ben merci. Mais ça marche bien. Jackie qui nous regarde. Merci à vous. Yes. Allez, on a terminé. On a terminé. Yep. Merci à vous et tous ceux qui étaient là ce soir avec nous en live. On est inversé évidemment, mais c'est pas grave, comme ça les gens vont nous chercher, ils vont nous trouver. Peut-être. C'est ça. Ça se passe sur Twitter, c'est là. Donc toi c'est Cédric de Lucas et je suis Chris Kamikaze, c'est ici. Pingez-nous sur Twitter, il n'y a pas de souci. Yes. Si ça vous a plu, tout ce qu'on fait ici, n'hésitez pas à aller nous soutenir. Alors, tous ceux qui sont en live avec nous sur Twitch, eh bien, vous avez droit à un Prime, comment ça s'appelle maintenant aujourd'hui? Un Prime Gaming? Un Subprime Game? Amazon Subprime Gaming, machin. Bref. Subprime, c'était autre chose. C'est ça. Abonnez-vous, voilà. Abonnez-vous à la chaîne. Clearstream, c'est ça. Si vous êtes sur YouTube, pareil, hein, abonnez-vous, puis cloche, tout ça, machin. Bref, soutenez-nous.
Et vous pouvez nous soutenir également sur patreon.com/Studio Renegade pour continuer à nous soutenir, à produire des émissions ici dans ce magnifique studio. Et puis si vous voulez en savoir plus... On mettra un GoVGlide derrière si on a assez d'argent. Pourquoi pas. Ça pourrait le faire. Pourquoi pas pour remplacer le bandeau LED ouais, c'est ça. Qui marche quand même pas mal. Oui. Allez faire un petit tour du coup sur studiorenegade.fr si vous voulez voir l'agenda notamment et toutes les émissions qu'on produit. Geeking vendredi. Geeking vendredi 21h, voilà, sur ce même canal. Et matinale le lundi, à partir de lundi prochain, c'est la reprise. Matinale, rendez-vous à 8h. 8h. 8h, 9h30. On se lève tous pour la matinale. Pour Danette. Exactement. Yes. Merci à vous. Et puis, bonne soirée. Oh là là, on m'a offert un sub à la chaîne parce que j'ai pas eu le temps d'utiliser mon Prime. C'était aujourd'hui en plus. Tu vois, donc du coup, je peux pas, ouais, je vais devoir offrir mon Prime à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est moche. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.